En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute expatriation et voyage avec des acteurs du football. Partons ensemble à la découverte de nouvelles cultures, de rencontres, d'expériences de vie autour de ce langage universel qu'est le foot. Vous vous en souvenez, lors de l'épisode 10, nous avions échangé avec Ludovic Debru, responsable international à la direction technique nationale. Aujourd'hui, notre invité est Emeline Ravier, sa collègue à la FFF. Emeline est responsable du développement international des grands événements, à la direction des affaires institutionnelles. En poste depuis 2014, elle a travaillé notamment dans l'organisation de la Coupe du Monde féminine en 2019 et a accompagné de nombreuses fédérations étrangères sur différentes thématiques, telles que la structuration de fédés, l'organisation de grands événements parmi d'autres sujets. Durant notre échange, elle se confie sur son parcours, sa vision de l'international et bien sûr les nombreuses actions que la FFF y mène. Bonne écoute! Bonjour Emeline, comment vas-tu? Bonjour, ça va Hugo et toi? Ouais, ça va, je suis très content de te recevoir. Surtout que on s'est connus parce qu'on a une amie en commun. Tout à fait. Donc voilà, on salue Cécile, quand elle nous écoutera avec attention. Toi, Emeline, tu es aux directions des affaires institutionnelles et tu es responsable du développement international des grands événements à la FFF. Exactement. Voilà, Hugo. Ok. Donc c'est génial, on va parler de foot et de voyage. Donc c'est exactement dans la thématique du podcast, donc voilà, on s'est pas trompé. On est pas mal. On est pas mal. Est-ce que tu peux te présenter et pour savoir un peu comment t'en es arrivé là? Eh ben avec plaisir. Je m'appelle Emeline Ravier, j'ai 38 ans et demi. Je travaille à la Fédération française de football depuis 2014. J'ai commencé à la Fédé avec l'Euro où je travaillais sur la mise en place du programme volontaire au niveau national. Et ensuite, j'ai rejoint le service des relations internationales et institutionnelles en tant que responsable des relations internationales, où j'étais en charge de développer les relations avec les autres fédérations. Et depuis un an, on a monté un département qui est dédié à l'accompagnement, le conseil auprès des organisateurs, donc fédérations notamment, de grands événements. Sachant qu'au préalable, j'ai commencé ma carrière en 2006 sur la Coupe du Monde de rugby à Lyon. C'était mon premier job. J'étais en charge du programme volontaire, donc sur un seul site. Et ensuite, je suis partie en Australie pendant un an. C'était à la mode à l'époque de partir un an en Australie. Le seul truc qui était à la mode, mais qui me plaisait moins, c'est de faire du fruit picking, même si j'adore les fruits et les légumes. Mais j'avais un peu l'angoisse de perdre un an sur mon CV. Et j'ai eu la chance de travailler pour IMG. Okay. Ça, tu l'as trouvé sur place? Ouais, j'ai trouvé sur place. En fait, ce qui est génial en Australie, c'est que c'est vraiment un pays d'opportunités. Autant en France, je trouvais, parce que je ne sais plus forcément la même chose maintenant, mais qu'à l'époque, quand je suis sortie des études, il fallait un petit peu quand même connaître, avoir un petit réseau dans l'événementiel pour pouvoir y mettre un pied. En Australie, pour l'avoir fait réellement, tu tapes à une porte, tu arrives, tu dis voilà, moi j'aurais bossé pour vous, et ça marche. C'est un truc qu'on n'envisage pas en France. Dans les pays anglo-saxons en général. Dans les pays anglo-saxons, c'est exactement ça. Et donc en Australie, j'ai commencé par être volontaire sur un événement. Et à la fin de la journée, le directeur me dit c'est génial ça s'est super bien passé. Est-ce que tu veux continuer avec nous? Je dis en fait, ça tombe bien parce que c'est mon métier. Donc je veux bien continuer avec vous. Et je me suis retrouvée en un an à bosser à chaque fois sur des contrats de un mois ou deux sur différents événements et dans différentes missions. Et donc, du coup, j'ai vraiment pu lier mon intérêt entre voyager et puis bosser dans l'événementiel. Et quand je suis rentrée d'Australie, je n'avais pas spécialement envie de rester en France trop longtemps. J'y suis restée un petit peu. J'ai bossé sur Roland-Garros. Et puis, je suis très vite repartie en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde de foot 2010. Avec qui? Alors là, c'était avec une boîte d'hospitalité qui envoyait des entreprises françaises, en fait, là-bas. Et c'était hyper intéressant. Donc voilà, ça s'est bien passé. C'était un autre pendant en fait de l'événementiel parce que c'était vraiment sur la partie hospitalité. Et ça a continué à me plaire, quoi. Et j'ai passé quelques mois là-bas. Je suis revenue en France. Et à ce moment-là, en fait, on me propose de bosser pour Keneo, qui est une agence de conseil en événementiel. Sportif, dédié sportif. Il me dit en gros, tiens, est-ce que ça te dit de passer un an au Gabon, quoi. Je me dis, ouais, pourquoi pas, quoi.
Et c'était pour travailler pour la CAN. Exactement, pour la Coupe d'Afrique des Nations, où là, j'étais en charge du programme volontaire et de la coordination générale également. C'est-à-dire que c'était la première fois que le Gabon avait la chance d'organiser un événement. C'est pas du tout dans la culture du pays. Donc, ils avaient besoin de personnes pour les former, pour les accompagner. Et toi, en arrivant, tu savais à quoi t'attendre ou tu as été un peu choqué par... Non, alors, je savais pas forcément à quoi m'attendre parce que j'y allais pour une mission précise qui a été beaucoup plus large, in fine. Ouais, c'était... Tous les jours avait son petit lot de surprises, hein. Ouais. Vraiment. C'est un pays où l'organisation, déjà, elle est pas forcément aussi cadrée. Alors, on amenait quand même un certain cadrage. Une anecdote hyper significative sur ce qu'est à mes yeux l'Afrique, pour moi, c'est quand même vachement l'aléa. Je recrutais à l'époque un assistant ou une assistante. Et quand je faisais passer les entretiens, j'en avais des fois qui venaient pas, et qui me plantaient en dernière minute. Je trouvais ça hallucinant au début, Je comprenais pas. Je me dis, attends, je te donne rendez-vous à 9h. Donc le rendez-vous à 9h, je l'ai vite décalé à 11h quand même. Ah, c'est impossible. Non, c'est pas possible. Et voilà, les personnes ne venaient pas. Et en fait, très vite, j'ai compris que c'était la saison des pluies, qu'il y a des routes qui étaient complètement inaccessibles, que l'aléa, encore une fois, c'est ce qui représente le mieux ce pays, C'est-à-dire que la personne ne savait pas si elle allait réussir à choper un taxi. Les taxis, c'est des taxis qui sont partagés, où on est 4, 5, 6. Il suffit que le mec en premier ait donné un petit billet de plus, il est déposé en premier. Enfin, voilà. Et ceci dit, ce qui est fou, alors que ça soit en Afrique ou dans le monde de l'événementiel, c'est que ça finit toujours par des bouts de ficelle, mais que ça marche, Ouais, ça finit toujours par marcher. Ça finit toujours par marcher. L'événement a lieu. L'événement a lieu. Mais qu'on parle d'un Euro, d'une Coupe du Monde, d'une Coupe d'Afrique des Nations, pour moi, c'était hyper riche parce que j'ai pu former une équipe de 5 salariés qui ont pu après être complètement autonomes et qui après ont monté leur propre structure pour l'exploitation du stade qui venait de sortir de terre à l'époque. Et c'était une expérience super riche. Alors, je sortais très souvent du cadre de ma mission parce que ils avaient besoin d'accompagnement sur d'autres sujets et sur d'autres métiers de l'événementiel. Donc c'était hyper riche. Parce qu'au-delà du foot en tant que tel, l'idée c'est que le foot ça permet l'éducation, c'est un vecteur aussi par rapport à la santé, par rapport à plein de sujets. Tout le monde joue au foot dans le monde, j'ai envie de dire, mais en Afrique encore plus, et sur certains pays ça a besoin d'être structuré, mais ça permet d'aller vers d'autres avancées sur la sensibilisation à l'écologie, sur, encore une fois, le système éducatif qui peut être complètement lié au foot. Il y a des associations qui sont spécialisées là-dedans, en fait, qui créent des stades à côté d'écoles pour promouvoir le foot et mettre en place un système scolaire plus pointu, plus adapté. Et on se rend vite compte qu'avec un tout petit peu de structuration, alors, faut pas que ça soit un modèle copier-coller de ce qu'on fait en France parce que ça marche pas, mais en structurant et en comprenant surtout le modèle africain qui a rien à voir avec notre modèle à nous, ça leur permet d'avancer beaucoup plus vite, Oui, c'est clair. Et aussi, il y a toujours cet aspect-là. Après, si tu fais bien les choses, tu crées de l'emploi aussi. Tu crées complètement l'emploi. Et ça a été vraiment le cas quand on a bossé sur cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est qu'on était 5-6 salariés de chez Kenéo, 25 de chez Gel Evans, donc qui s'occupent de tout ce qui est structure temporaire. Et à la fin, ils ont réussi à salarier plus d'une quinzaine de personnes et de mettre en place une vraie société en charge de la gestion et l'exploitation du stade. Et donc, en effet, ça a créé de l'emploi. Et on était, moi, en tout cas, personnellement, j'étais hyper contente de participer à ça, de former des gens qui, après, étaient complètement autonomes. Moi, c'était l'intérêt que je voyais dans le sport et le voyage. C'était pas ça m'intéresse pas d'y aller pour un one-shot, faire un événement. Enfin, je veux dire, une fois qu'on en a fait un ou deux. Alors, je vais pas dire que c'est tout le temps la même chose, mais bon... Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de laisser une trace et puis surtout de laisser un héritage et de permettre à ceux qu'on a pu côtoyer de monter en compétences. Et ça s'est bien passé avec l'événement ? Ouais, ça s'est bien passé, ouais. Alors oui, il y a eu des moments plus compliqués que d'autres. Il y a eu des opposants au gouvernement à l'époque qui s'est infiltré justement dans le programme volontaire. Il y a un match où on a ouvert les portes avec 1 heure de retard. On a dû renvoyer ses opposants mano militari, mais au sens propre. C'est-à-dire que j'avais le général de l'armée à côté de moi. Enfin, ouais, il y a eu des moments chauds, ouais. Mais à côté de ça, il y a eu des moments fabuleux. Humainement, ça a été des très, très belles rencontres. Toi, tu as vécu 1 an là-bas ? Ouais. Tu étais sur place Ouais, je suis rentrée 4 jours en 1 an. Et quand je suis rentrée, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai allumé la lumière, j'ai ouvert l'eau et je me dis waouh, c'est ouf. C'est ça. Parce que là-bas, c'est pas comme ça. Et j'ai mis Internet. Enfin, voilà. Et je me dis waouh, je peux avoir Internet, je peux...
boire, enfin voilà, prendre une douche à la lumière, c'est la folie. Et puis au final, si je suis rentrée que 4 jours, c'est que je m'y sentais quand même plutôt très bien. Ouais. Le début, c'était un petit peu difficile parce qu'il faut s'adapter, parce que voilà. Mais à partir du moment où on fait l'effort de partager du temps avec les gens qui y vivent et puis de s'intégrer dans cette culture, c'est, je pense, mes plus beaux souvenirs professionnels, quoi. Est-ce que tu arrives à sortir des enseignements de cette année-là? Déjà, rien n'est grave, j'ai envie de te dire. 2, quoi qu'il arrive, ça se fera. Et alors ça, je t'assure que c'est vraiment le Gabon qui m'a fait prendre conscience de ça, et j'y croyais pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, je me disais, mais on n'y arrivera jamais, c'est pas possible, c'est pas structuré comme ça va pas. Et au final, ça se fait, et ça se fait très bien. Et puis voilà, on sauve pas des vies. Et le plus important, ça reste l'humain. Et ça, c'est ce que je dis souvent parce que je fais des formations en management. Prenez du temps pour rencontrer vos collègues, pour échanger avec les gens quand vous avez le temps, parce que finalement, un événement, on l'organise au minimum 2-3 ans avant. Donc on n'est pas tout le temps dans le rush. Parce que ce qui se passera le jour du premier match, c'est pas vos fichiers Excel en fait qui va le définir. C'est la relation humaine que tu auras réussi à créer avec tel ou tel collègue et qui te sauvera d'une situation complexe, quoi. Donc c'est vraiment l'humain qui prime dans l'événementiel. Et la rigueur, parce qu'il y a quand même 80% de prévus et 20% d'aléas. Si t'es pas rigoureux et que tu tombes à un 60-40, tu vas juste vivre un enfer pendant 3 semaines, quoi. Et justement, toi, c'était comment cette relation quand ils font appel à des Français pour arriver en Afrique en mode conseil? Est-ce que tu as senti des fois des freins? Est-ce que ça peut créer des situations un peu tendues ou ils vous attendent si on reste vraiment dans cet événementiel? Ouais, ils vous attendent. Mais par contre, ils attendent surtout que vous fassiez vos preuves. C'est-à-dire que vous avez approuvé votre salaire qui est élevé. Et on peut vite se retrouver à faire la petite main de la personne qui vous embauche aussi, quoi. C'est facile d'arriver en pays conquis, de se dire, voilà, moi, ça fait 15 ans que je bosse dans l'événementiel, ton événement, je vais te le faire en 2-2, alors que pas du tout. En fait, il y a une dimension culturelle humaine qui est complètement différente. Et si on n'a pas cette ouverture d'esprit, ou en tout cas cette envie de comprendre comment ça fonctionne, ça marche pas. Et c'est en tout cas le défaut que j'entendais de mes collègues gabonais, c'est vous les Français, vous arrivez, vous pensez que parce que vous avez fait des dizaines d'événements, ça va être comme ça chez nous. Non, juste la saison des pluies, vis-la une fois et puis on en reparle. Et en effet, ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'aléa, il y a plein de choses qui sont du domaine du culturel, du lieu où on fait l'événement, et on ne peut pas arriver en pays conquis. Je pense que la première chose, et ça répond aussi à ta question sur les enseignements, c'est l'écoute, c'est hyper important. Le temps d'observation, c'est hyper important quand on arrive dans un pays comme ça, quoi. Enfin, comme ça, c'est pas négatif, mais dans un pays, et puis d'ailleurs dans n'importe quel pays, que ça soit un pays anglo-saxon, un pays africain, en Inde, il faut quand même avoir un petit peu d'humilité et essayer de comprendre avant d'essayer de conseiller, quoi. Sinon, ça marche pas. C'est marrant parce que justement, j'en parlais à Ludovic Debrue, qui est un collègue à toi, à la FFF, à la DTN. Et voilà, vous avez ce même discours, et je pense que c'est la bonne attitude à avoir, et si tu veux travailler à l'international. Oui, si tu veux travailler à l'international, la première chose, c'est écoute, regarde. Ouais. Et surtout, ne dis rien, quoi. Ouais. Et attends avant de faire tes jugements. Idéalement, juge pas trop, tu vois. Et puis voilà, et vois comment tu peux accompagner, mais n'arrive pas avec tes petits principes à la française, quoi, ou à l'européenne. Il faut être un peu adaptable et assez humble. C'est pas facile, quoi. Mais après, on arrivera à la FFF, mais je pense que vous avez bien compris ça, et ça aide pour le développement de tous vos projets. Vas-y, on continue ton aventure. En 2014, je quitte Kenéo pour bosser justement pour la Fédération française de football en tant que responsable national du programme volontaire. Donc ma mission, en fait, c'était, j'avais 45 salariés, 4 par site, il y avait 10 sites sur l'Euro, donc j'avais 4 collaborateurs par ville. Je devais piloter tout ce petit monde-là pour qu'ils mettent en place dans leur ville le programme volontaire. Donc du coup, j'ai été amenée à former mes collaborateurs, ce que j'ai trouvé, ce que j'adorais faire. Et puis me faire aussi le tour des villes pour m'assurer que le programme était mis en place de la même manière sur toutes les villes, parce qu'il y a quand même un cahier des charges de l'UEFA qui est important. Et ma mission en creux, c'était aussi de faire le lien entre la FFF et l'UEFA. Parce que pendant l'Euro, il y a une SAS qui a été mise en place par l'UEFA, qui avait 90% des missions à accomplir. Et ce qui restait à la Fédé, c'était la partie sécurité, qui n'était pas les moindres, si on remet dans le contexte avec les attentats.
à l'époque. Charlie, c'est 2015, si je dis pas de bêtises. Donc là, on est en 2016, donc c'est chaud. Et la deuxième partie, c'était le programme volontaire. Donc en gros, le programme volontaire, c'était vraiment la vitrine de la Fédé. Ok, c'était les seuls sujets qui pouvaient... C'était le sujet, parce que finalement, la sécurité, dans ce contexte-là, c'est pas le truc le plus sexy. Le programme volontaire, c'est top pour raconter tout un tas d'histoires, pour communiquer dessus. Mais du coup, il y avait d'un côté l'UEFA, la Fédé et moi au milieu, parce que entre là aussi, il y a un choc des cultures. La Suisse, c'est pas si loin, mais c'est quand même des façons de penser, des concepts qui peuvent être très différents de ce qu'on vit en France. Donc j'étais amenée à faire un petit peu, beaucoup même, le tampon entre les deux. De toute façon, après, on va pas trop se focaliser là-dessus, mais ce qui est fou, c'est que pendant ces événements-là, par exemple, les stades, ils appartiennent, c'est l'UEFA qui décide quoi faire dans ces stades en France. Ah ouais, en gros... ça a été la grosse différence d'ailleurs entre l'Euro et la Coupe du Monde féminine. C'est que pendant l'Euro, en gros, vous êtes propriétaire du stade, tiens, je te passe les clés, et puis tu ne me verras pas pendant 3 semaines. Ah ouais. Et après, donc tu es resté tu as commencé à la FFF avec l'Euro. Voilà, l'Euro se passe super bien, le programme volontaire génial, youpi, sauf sportivement parlant, où c'était quand même un peu triste à la fin. Mais voilà, donc top, je fais un petit break de 6 mois, je pars en Amérique du Sud et je reviens. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans ce métier d'événementiel international, c'est qu'on a quand même alors autant on a des mois qui sont quand même violents, où on fait que bosser comme des machines. Autant après un événement, on a un peu de temps, pas mal de récup et ça permet de voyager. Quoi. Ouais. Donc c'est clair, 6 mois en Amérique du Sud, quand tu n'es plus étudiant, c'est pas mal. C'est pas mal. Surtout sans bosser, c'est très cool. Ouais, c'est clair. Sans se poser la question. Et donc là, on me propose le poste de responsable des relations internationales et institutionnelles pour la FFF, ce qui faisait complètement écho avec toute mon expérience précédente, parce que la partie internationale, j'avais vécu dans différents pays, les relations entre la FIFA, l'UEFA, je les connaissais bien. Sur notamment chez Kenéo, j'étais amenée à bosser avec différents ministères, sur l'Euro aussi, donc... Ouais, le poste parfait, quoi. Pour moi, c'était top. Je voulais sortir un petit peu de l'événementiel. Et donc, le poste de responsable des relations internationales et institutionnelles m'allait très bien. C'est là où j'ai rencontré Ludovic Debru, où on a beaucoup travaillé ensemble. Parce qu'en gros, l'objectif de cette direction, c'était de promouvoir la formation française à l'étranger. Donc, de former à la fois des éducateurs, des coachs étrangers par le staff français. Qui venaient en France, donc. Alors, soit les étrangers venaient en France, ça se fait en plusieurs temps, ou soit l'éducateur va à l'étranger, soit on nomme un directeur technique dans un pays d'Afrique notamment. Et donc, on ne pouvait pas ne pas travailler ensemble avec Ludovic, qui était en charge de la direction technique nationale, et moi du développement à l'international. Et donc on a fait pas mal de déplacements ensemble. Et donc l'idée, c'était de promouvoir la formation française et internationale. Et t'en penses quoi, cette question c'est quoi le savoir-faire français dans le foot? Et t'aimes bien, tu dis qu'il y en a un, tu dis que c'est un peu une phrase un peu bateau. Moi je dis pas grand-chose. Enfin, moi honnêtement je dis rien là-dessus, parce que c'est ce qui est fou, c'est que tu mets un pied dans n'importe quel pays au monde, tu dis que tu bosses pour la Fédé dans le foot, tout le monde te dit « Ah ouais, mais vos formations, votre modèle de formation, il est incroyable, votre structuration... » Enfin, voilà, c'est pas moi qui le dis. Moi, c'est bien sûr que j'ai mon avis, mais c'est que c'est vraiment... T'es pas obligé d'aller vendre... non, c'est ça le truc, c'est qu'on va rien vendre, en fait. C'est que c'est les gens qui viennent nous chercher. Et de cette collaboration, donc avec Ludovic Debru notamment, où on est allé dans différents pays, on s'est rendu compte qu'on était hyper sollicité. À aucun moment, je vends quoi que ce soit, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, on est sollicité par les différents pays d'Afrique notamment, par l'Inde, pour de l'accompagnement sur de la formation. Et c'est la période où il y a d'autres Coupes d'Afrique des Nations qui s'organisent dans d'autres pays d'Afrique. Et là, pareil, on vient nous chercher sur le sujet accompagnement de grands événements. Donc, on en vient à la conclusion que ça pourrait être intéressant d'ouvrir un pôle là-dessus. Et donc là, ça fait depuis la fin de la Coupe du Monde 2019, donc presque 2 ans que je m'occupe de ça. Donc en fait, ça fait 3-4 ans que vous avez un peu structuré cet aspect international, conseil à l'international, accompagnement de Fédé à l'international. Ça s'est toujours fait, mais il y a... Ça s'est toujours fait. Le premier qui a structuré ça, c'était Victoriano Melero, qui est parti au PSG depuis quelques années. C'est lui qui a ouvert le département des relations internationales et institutionnelles. Parce que il y avait beaucoup de demandes entrantes. Au départ,
beaucoup de demandes en lien avec la direction technique nationale sur les formations techniques et puis de plus en plus de sujets de structuration. On est parti au Bénin, par exemple, avec le responsable de la direction des finances de la Fédération française parce qu'on avait une sollicitation sur la structuration sur les finances. On est parti avec le directeur de la LFA au Bénin aussi parce qu'ils se demandaient comment structurer leur foot amateur. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que le sujet des formations techniques, on avait le pôle de la DTN et surtout Ludovic Debrue qui a œuvré vraiment à ce développement-là. Donc il fallait qu'on structure une direction sur un service à minima sur les autres questions, quoi, et surtout sur celle de l'organisation d'événements, de la structuration. Et donc petit à petit, ça s'est structuré. Petit à petit, on a mis en place des contrats avec la FIFA pour aider au développement et à la mise en place de subventions pour les pays africains notamment. Ouais, ça c'est comme ils expliquaient Ludovic Debrue, c'est un peu des conventions tripartites, c'est ça, entre vous, c'est des la conventions FFF, la Fédé africaine et la FIFA qui finance tout ça. Exactement. Et donc ça permet vraiment le développement du foot féminin aussi, de la mise en place d'infrastructures, de formation de cadres, tout ce qui peut aider un pays à développer sa pratique. Et ça marche. Ouais, ça marche pas mal. Ouais. C'est comme ça qu'on voit qu'il y a aussi pas mal de pays. Alors ça commence souvent comme ça, c'est un DTN français qui est installé dans le pays. Et ça nous fait le point d'entrée, parce qu'on sait très bien que si on n'est pas dans le pays, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas tout faire à distance, via Internet. Enfin, ça ne marche pas, quoi. Il faut être dans le réel et in real life, il faut être sur place, quoi. Donc voilà, et donc ça passe, et ça, c'est ce que dit souvent Ludo. La base, c'est le sportif. C'est pas l'institutionnel, c'est le ballon avec le mec qui est derrière, quoi. Et c'est la formation de ce type-là, quoi. Et de ce terrain, après, émanent beaucoup d'autres besoins. Et donc, nous, on arrive après. Et c'est ce qui était top dans la collaboration que j'avais avec Ludovic, c'est qu'on bossait vraiment ensemble et qu'on avait la même vision de l'international. Ça se passe comment? Donc, tu vas à la Fédé et là, tu essayes de comprendre, tu fais un audit, c'est ça? Toi, tu es à ce moment-là? En gros, déjà, c'est eux qui t'appellent. Hein. Toi, je te dis, je vends pas des tapis. J'adore négocier à Marrakech, au souk, mais c'est juste là, quoi. Ailleurs, j'aime pas trop. T'es pas en concurrence avec une autre Fédé en disant non, mais non, on fait ça mieux, non, on fait ça pas du tout. Non, je vais dire le rayonnement de la Fédération française de foot, hein, c'est que c'est les gens qui viennent te chercher, quoi. Mais t'es pas en concurrence. Moi, je vais pas te dire non, je suis mieux que la fédération anglaise, tu vois. J'ai pas besoin de ça. Et c'est eux qui viennent nous chercher, donc souvent par le sportif quand même. Et parce que l'offre de formation française technique est quand même hyper développée et très bien structurée à l'international. Et donc, ils nous appellent en disant, on a besoin d'accompagnement sur la structuration de notre fédé ou sur l'organisation d'un événement ou sur la féminisation du foot dans notre pays. Là, le premier step, c'est vraiment de comprendre qui décide, en fait, qui sont les décideurs, comment c'est structuré. Est-ce qu'on va d'égal à égal parler de fédération à fédération, comme ce qu'on est censé faire? Et en fonction des pays, ce n'est pas forcément le cas. En Inde, par exemple, on travaillait pas mal avec le ministère des Sports. Et donc, une fois qu'on a identifié les interlocuteurs, on va décider de partir 4-5 jours et de rencontrer sur place les parties prenantes, les acteurs, quoi, en fait, du foot dans le pays. Et donc, on essaye aussi de faire, idéalement, de voir comment peut se passer un match, d'être au plus proche du terrain, de sortir au maximum des hôtels 5 étoiles et de comprendre ce qui se passe dans la réalité, qui sont les décisionnaires, comment c'est structuré, est-ce qu'on est sur une structuration en département, est-ce que c'est des clubs, est-ce que c'est des régions, est-ce que c'est décentralisé, Comme on part pas tout seul, on mélange un petit peu nos ressentis, nos idées, et puis on sort un plan d'action. Le déplacement sur place, c'est pas la première étape. Il y a quand même beaucoup d'échanges avant, parce que l'idée, c'est quand même d'être déjà un peu implanté sur place, que la fédération ou le ministère, même s'ils sont à l'origine de la demande, comprennent comment on va fonctionner. Donc, en effet, on va faire un audit. Donc, au préalable, on envoie souvent les sujets de l'audit. Et parfois, on se rend compte que finalement, l'audit correspond... Ce qu'on avait imaginé ne correspond pas du tout aux besoins. Donc, c'est vraiment l'échange préalable qui nous permet de créer un audit distinct pour chaque fédération, sur chaque sujet. Ça fait depuis 2 mois que je fais ce podcast et tu es la première invitée femme. Une femme dans le foot à l'international et dans ces pays-là. Est-ce que tu t'es un peu posé ces questions-là?
Être une femme en France ou dans un autre pays, tu dois faire tes preuves beaucoup plus qu'un homme. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Tu as quelques minutes pour justifier que si tu es là, c'est pour les bonnes raisons. Et basta. J'ai jamais eu de problème, vraiment. Non, j'ai jamais eu de problème à l'étranger. Non, Gabon, au départ, j'étais quand même seule pendant 4-5 mois, quoi. Donc, c'était pas le plus simple. Mais non, globalement, c'est pas plus ça à l'étranger qu'en France. Hein. Et je veux dire, en France, pour le coup, quand tu es une femme, et c'est ce que dit notre directrice générale, hein, tu as 4 secondes le temps de prendre l'ascenseur entre le 0 et le 3e pour prouver que si tu es là, c'est vraiment pour les bonnes raisons. Parce que c'est comme ça que ça se passe, que ça soit ici ou ailleurs. Donc, mais un homme, il n'a pas besoin forcément de devoir prouver. Non, un homme, on va pas se dire, tiens, s'il est là, c'est parce qu'il connaît bidule ou chouette. Tu vois. Après, une fois que tu le sais, ça te demande juste un peu de penser à rappeler aux gens que tu es là pour les bonnes raisons, tu vois. Mais non, au contraire, je trouvais. Enfin, moi, au Gabon, je sais que j'ai été vachement protégée quand même. J'avais le numéro du général de l'armée et qui m'a grave servi. Je l'ai appelé 10 fois parce qu'il y a eu des contrôles. Enfin, je me suis fait contrôler, je sais plus, 20 fois. J'ai fait 10 délits de fuite, mais parce que j'avais pas le choix. Enfin, des trucs lunaires. Quoi ? Pourquoi ? On m'a piqué mon passeport. Enfin, et à chaque fois, parce que c'est la coutume locale, quoi. Si tu veux. Non, t'arrêtes. Ouais. On t'arrête, on te demande, comme ils disent, 1000 francs pour le coca, et puis c'est toujours plus, et puis à un moment, t'en peux plus, quoi. Mais voilà, et ce mec, il m'a sorti du commissariat une fois. Et du coup, ouais, le comité local, qui était complètement rattaché au gouvernement, à la présidence, mettait tout en œuvre pour que ça se passe bien pour moi. Au contraire, ils savaient que j'étais toute seule, blanche, jeune à l'époque. Et je trouve que ça marche, mais au-delà du professionnel. C'est-à-dire que tu es une femme, tu aimes te déplacer dans des pays, tu viens finalement pour un truc positif. Les gens, ils sont contents. À partir du moment où tu prends un peu de temps pour échanger avec eux, ils vont essayer de t'éloigner de toute situation qui peut être complexe pour toi, quoi. Et en ce moment, donc, c'est quoi les grands projets qui sont pas confidentiels, justement, mais que vous faites Là, on travaille avec le comité d'organisation du Qatar pour la prochaine Coupe du Monde. On travaille aussi avec le Cambodge sur les Asian Games. Puis on bosse beaucoup avec l'AFD aussi, l'Agence française de développement, qui subventionne beaucoup de projets, qui aide certains pays du monde à mettre en place leurs événements, à favoriser le développement du foot. Il faut voir avec l'Inde là, qui va organiser la Coupe d'Asie féminine. C'est sûr, il y a des besoins. Ah ouais, on sera sûrement amené à travailler avec eux. Ouais. Bon, Emeline, merci beaucoup. Merci pour ton temps, pour tous ces retours d'expérience. Franchement, c'était super intéressant. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? Que les avions revolent et que les événements remarchent. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Salut. Salut. En véritable expert, Emeline et son équipe accompagnent au quotidien des fédérations étrangères. Un métier très exigeant et sans aucun doute passionnant, mêlant à la fois foot, voyage, échange et partage. Merci encore pour notre échange, Emeline. Voilà, vous venez d'écouter le 14e épisode de En dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt!